Alors Sabine rejoignit les autres dans la salle à manger que parfumaient les premières fraises. Ensuite, dans le salon sonore, bas et presque vide, autour de la table où la lampe, entre deux pots de bégonia, faisait sa flaque de lumière jaune, la soirée se passa en jeu patient. On entendait le bruit des jetons, l'énoncement des cartes. Sabine s'endormait un peu, sa belle-mère s'éventait, moins par nécessité que pour faire autour d'elle de l'air qui attira l'attention. Remontée dans sa chambre, étendue dans son lit, les yeux encore ouverts, sa bougie brûlant, Sabine pensait, elle rêvait. Au mur en face d'elle était suspendu dans un cadre en forme de médaillon le portrait d'une jeune femme. Il y avait écrit au bas de ce cadre « Henriette Anne de Rochegrande, marquise de Fontenay, morte en 1771. » Sabine regardait ce visage riant et rose sous l'étroite coiffure poudrée, la robe chamarrée de passementerie et les deux mains frivoles où coulait une guirlande de fleurs. Le rire de ce visage artificiel et charmant était si puéril et si continuel qu'il semblait qu'en quelque ombre que fût désormais cette femme qui avait ainsi regardé la vie, elle avait encore ce rire. Sabine contemplait maintenant, du fond d'une âme fraternelle, cette créature des jours finis qui, mentant à la nature avec ses joues de fard et ses cheveux de poudre, avait connu de l'univers la vision la plus délicate et la plus inventée. Comment la mort osait-elle toucher à ces femmes fines et fausses, toutes déguisées, qui jetaient dans l'amour et dans la douleur des corps d'apparat et des cheveux de comédie, et qui, à l'agonie, recevaient le mystère des sacrements avec une élégante et riante courtoisie. Et voici qu'il semblait à Sabine engourdie, dont les yeux se voilaient et brûlaient, que le pastel souriait de sa bouche rouge et disait « Sabine, tu vois ma robe en soie dauphine à ramages et au ruban qui fait le tour de mon cou, que j'ai vécu au siècle folâtre du Régent et de Louis le Bien-Aimé. J'habitais Versailles et quelques châteaux, des bords de l'Oise. J'étais voluptueuse. Nous étions tous voluptueux. Les hommes et les femmes cédaient sans résistance et sans peur au goût charmant qu'ils avaient l'un de l'autre. Nous avons paré la nature et orné les maisons pour l'amour et les plaisirs. Nous avons, durant les heures de notre vie fragile, suspendu impérissablement aux murailles, aux boiseries, aux fontaines, des jardins, aux temples, dans les parcs, des roses, des rubans flottants, des colombes et des coquilles. La coquille est le principe et le symbole de notre temps, et cela s'entend aisément, car c'est vraiment de la conque d'Aphrodite qu'est sortie notre époque parfumée, amoureuse et divine. Nous menions au son des clavecins des danses lentes et pâmées qui échauffaient nos yeux et figuraient la convoitise, le soupir et la défaillance. Nous aimions les bosquets, les feuillages, la rosée. Nous étions également adroites aux chansons sensibles et aux vifs propos. Notre incrédulité, irrévérencieuse et légère, était dans notre bouche comme un fruit vert dont nous goûtions l'amère, aigre et piquante saveur. Nous aimions l'amour, c'était la seule affaire de notre vie. Nous n'avons pas fait autre chose que l'amour. Nous n'étions point frivoles, nous étions philosophes, encyclopédistes, géomètres, chimistes, astronomes selon nos amants. Nous avons aidé aux œuvres de Voltaire et Rousseau. Ils nous ont fait des madrigaux et nous leur avons fait des chapitres pour leurs ouvrages. Nous aimions
l'amour, et quelques-unes d'entre nous l'ont pratiqué avec une sombre sauvagerie. Les soupirs de la pauvre Lespinasse font encore trembler sur la terre les mains qui tournent les pages de son livre. Nous avons laissé de nous au monde une odeur fine, irritante et profonde. Les robes de soie qui ont pressé nos jambes dansantes s'étalent noblement sur les divans des belles demeures. Les estampes où nous sommes représentés, tressant des guirlandes champêtres et lâchant des oiseaux de leur cage d'osier, rendent folles les âmes sensuelles. Nos chapeaux de paille et de feuilles sur nos têtes étaient plus impudiques et blessaient mieux le désir que les hanches nues des nymphes anciennes. Ah, tu ne sais pas comme nous avons ri et joué dans les bosquets, au son des musettes de rameaux, par les soirs roses, cependant que Watteau, triste à cause de nous toutes, pleurait du bruit de nos jupes de soie crissantes. Sabine se réveilla tard au matin, surprise par le grincement d'une voiture s'arrêtant devant le perron. Elle se pencha à sa fenêtre et, ne voyant rien, elle descendit dans une robe de chambre hâtivement mise qu'elle tenait enroulée autour d'elle. C'était Jérôme Hérel qui arrivait. Elle avait oublié qu'il était attendu pour ce matin-là. Elle eut du plaisir à le revoir, il lui apportait l'air de Paris, le souvenir de chez elle, mais elle était fâchée de se trouver ainsi vêtue, elle éprouvait une sorte de pudeur et de confusion de son visage matinal, si proche encore du sommeil et du lever. Jérôme Hérel enchantait la mère d'Henri, à qui il témoignait la déférence d'un parent modeste et jeune, du respect et de l'admiration sociale. Amère et bruyante, elle profitait de cela pour initier Jérôme aux détails des contrariétés de sa vie, de son esprit, de sa santé. Le jeune homme paraissait y prendre non pas une part familière, qui eût été malséante, mais une attention franche et continue. C'était ce qui agaçait le plus Sabine quand elle y pensait, cette manière que ce garçon avait de ne point distinguer le plaisir de l'ennui, la valeur de la médiocrité. Par une sorte de vanité sèche et stoïque, ce qu'il faisait semblait lui comporter par cela même assez d'intérêt et d'agrément. Sabine pensait que le superficiel le constituait en totalité. La politesse lui tenait lieu de cœur et le savoir-vivre d'héroïsme. Il eût risqué sa vie aisément pour un sujet ordinaire. La qualité du but ne l'intéressait pas. Pourtant, elle accorda à Marie le lendemain qu'il était agréable à la campagne. Il avait fait avec elle une promenade dans les bois, pendant laquelle, soudain confiant, il lui avait parlé de lui-même d'une manière aimable et simple. Ce jour-là, après le déjeuner, Henri s'obstinait à vouloir emmener son cousin à la pêche. « Seulement vous ne parlerez pas. Le poisson a l'ouïe d'une extrême susceptibilité. Mon livre dit que... » Il discourait savamment maintenant d'un sujet qui pour l'instant bornait ses désirs. « J'aime mieux vous laisser, répondit Jérôme. Et il regarda Sabine, de côté en riant, se moquant doucement d'Henri. Sabine rit aussi, cela rompit définitivement la gêne entre eux. Ils avaient un secret d'ironie et de gaieté ensemble contre Henri. « Ce garçon peut devenir un ami pour moi, pensa la jeune femme. Et je puis lui être utile aussi. » Sa vitalité renaissante lui donnait l'envie de la bonté, de l'action dominante, par quoi elle éprouverait l'habileté de son esprit, d'autant mieux que Jérôme était à la fois net et secret, et qu'il fallait de la ruse pour entrer dans ce caractère. Quelques voisins de campagne venaient rendre visite à madame de Fontenay, la mère d'Henri. Elle les empoignait d'un accueil précipité, emporté, farouche, qui ressemblait à un rapt, tandis que Sabine, Marie et Jérôme,
un peu à l'écart dans un coin du salon, se divertissait de la gravité des attitudes empressées et du néant des propos. « Comme on est heureux, disait Sabine, d'avoir tout ce goût du futile, de ne pas aimer que l'essentiel dans la vie. Voyez, madame de Plessis, laide et vieillissante, avec sa fille, qui boite et qui ne se marie point. Elle n'a de souci que la besogne nobiliaire. Elle pense, dit Jérôme, que les robes de soie rêches et les mantelets de jais sont conformes au plus haut idéal de beauté. Elle a de l'héroïsme dans sa sottise et sa vanité, reprit Sabine. Elle rendrait une visite de politesse avec la grippe en hiver. Elle pensera à ces choses au milieu de la fièvre et des transpirations de l'agonie. À tous ces gens, l'incorrection mondaine, ce qu'ils appellent ainsi, semble un plus gros scandale que les injustices de la nature, la vieillesse, la maladie et la mort. Ils ne pleurent et ne crient que ce qu'il est décent de crier et de pleurer. Il y a là, reprit Jérôme, une certaine élégance. Oui, dit Sabine, mais qui est moins de la contrainte qu'une pauvreté naturelle. Et puis, ajouta-t-elle violemment, comme pour imprégner l'air de sa volonté et respirer librement, moi, j'aime l'instinct, la force et la vie, et tout ce qui crie s'élance et tombe, et tout le mauvais caractère humain, si touchant et si sensible. Moi j'aime l'ordre, affirma Jérôme. Vous, poursuivit-il doucement, vous, ce n'est pas la même chose. Vous savez mieux que les autres. Comme il est gentil tout d'un coup, s'écria Sabine en regardant Marie, et ils rirent tous ensemble de l'inhabituelle flatterie de Jérôme. Le soir, en rentrant dans sa chambre pour s'habiller à l'heure du dîner, après une courte promenade avec Marie dans le soleil de juin couleur de jonquille, Sabine fut surprise de trouver sur sa table une lettre que Jérôme Hérel y avait fait porter. C'était une lettre un peu enfantine, longue et sans nécessité, où les phrases respectueuses étaient soignées, compliquées. Quelques passages de description ressemblaient à un devoir de style, d'une intention sentimentale, et cette lettre s'achevait en suspens, se brisait d'une manière équivoque et habile. Elle fit plaisir à Sabine, qui aimait à sentir son importance. Cela lui donnait de la joie et de l'orgueil physique. La jeune femme s'habilla gaiement et nouant ses cheveux devant son miroir, elle goûtait l'image brûlante de sa jeunesse et de sa beauté. Elle entra au salon avec une distraction voulue, remercia Jérôme négligemment, et pourtant de façon que ce remerciement fût un secret. C'est drôle, pensa-t-elle, je ne suis à l'aise que dans le mystérieux et l'aventure. Autrement je suis gauche, l'amitié me gêne. Jérôme même, jusqu'à présent, m'intimidait. Elle était contente de cette légère victoire remportée sur un esprit sombre et fermé, et cette satisfaction s'éparpillait en rires, en éclats du regard, en attention vers Henri, dont tout plaisir la rapprochait amicalement. Au jeu de cartes après le dîner, Sabine sentait sur elle poser furtivement le regard du jeune homme, ses yeux gris, que l'âme obscurcissait. Elle le sentait sans le voir, par tout son être, par le cœur et par l'épaule. Cela la ravissait, et libre et vive, elle répondait à cette insistance, par une aisance heureuse, par des mouvements de sécurité, d'autorité familière. « Jérôme, disait-elle brusquement, en lui mettant la main sur le bras, je vous défends de jeter cette carte. C'est trop bête, reprenez-la. » Et lui, surpris, embarrassé, riant ensuite, la regardait dans son beau visage de joie. Les journées passaient, écourtées par les perpétuelles rencontres, chauffées par l'interprétation silencieuse des paroles et des regards. Sabine était contente, elle ne pensait pas à autre chose qu'à cela, qu'elle était contente. Elle se disait « Ce garçon est amoureux de moi », et ces mots faisaient devant elle comme une pluie de soleil, derrière quoi rien n'était plus visible.
Elle vivait précipitamment, s'habillant, sortant, riant, recommençant. Le soir, quand Jérôme se mettait au piano et chantait, elle en éprouvait un tel orgueil qu'elle craignait que cela ne parût sur son visage et qu'elle s'asseyait contre la lampe. Quand elle lui demandait « Chantez cela » et que Marie disait « Non, cet autre morceau », Sabine la regardait avec un étonnement naïf et fâché, comme si la jeune fille s'était arrogé un droit de désir qui désormais n'appartenait plus qu'à elle. Un soir, il chanta, souriant vers elle, une de ces romances attendries où les sons, mêlés aux vers, inventent des paysages et du bonheur. Sabine, troublée, le contemplait âprement. Les paupières délicates de la jeune femme, son sourire, palpitaient comme les étoiles dans la nuit. Curieuse et volontaire, elle observait le visage du jeune homme, l'éclat noir et blanc des pupilles, les cheveux blonds à reflets roses, et puis elle fermait les yeux, et son âme, à elle, poursuivait l'autre âme jusqu'au fond de la gorge chantante. Mais des impressions si aiguës ne lui étaient pas habituelles. Elle était ordinairement étourdie et vaniteuse. Ce qu'elle faisait de plus précis était de compter, pendant les réveils de la nuit, l'âge du jeune homme et le sien, pareils tous deux, et de se réjouir d'avoir devant soi tant d'années à être content exactement comme il l'était à l'heure présente, elle, belle et bonne pour lui, prévenant, gâté, timide et reconnaissant. Quoique madame de Fontenay n'eût point fait à sa belle-sœur la confidence des attentions de Jérôme, elle ne fut pas contrariée que Marie s'en aperçût et s'en ouvrit à elle, lui disant comme un secret qu'elle pensait que Sabine ignorait encore « Je suis sûre qu'il est en train de devenir amoureux de toi, remarque-le. »« Tu crois ? Quelle folie !» répondit Sabine. Et, quoiqu'elle eût l'air de s'en défendre, elle éprouvait du plaisir à la curiosité de Marie, elle aimait ce qui aggravait le sentiment dont son cœur l'emplissait. Elle fut fâchée que Marie ensuite n'y fit plus attention et n'en reparla plus. Ne songeant à rien, elle ne songeait pas à rentrer à Paris, quand Henri vint lui dire, un matin, qu'il y était rappelé et qu'elle et lui quitteraient les Bruyères le lendemain. L'idée de ce départ les attrista tous. Il fut entendu que Marie et sa mère reviendraient à Paris peu de temps après, et qu'elle gardait Jérôme quelques jours encore. Mais la gaieté était tombée, on négligeait les moments qui restaient. « Que faisons-nous pour notre dernière soirée » disait Henri, qui errait, le jour de son départ dans le jardin avec les autres, tenant le bras de sa sœur et pesant sur elle. « Moi je suis fatiguée, je reste là, » fit Sabine en désignant le banc de bois, appuyé à un vieil arbre à noix qu'un lierre épais envahissait, et elle s'assit violemment, toute énergique, au désir du repos. « Alors je reste aussi, » soupira Henri, qui était sans courage, et s'étendit, entraînant sa sœur près de lui sur le gazon, qui faisait l'autre bord de l'étroite allée. « Moi aussi, » dit Jérôme, qui s'assit à côté d'Henri étendu, Sabine en face d'eux les regardait. Henri, quoique contrarié de quitter dans quelques heures un endroit auquel il s'attachait dès qu'il s'y trouvait, goûtait pourtant simplement la douceur du bel ombrage. Il prenait de l'air, non point la mollesse odorante que lui communiquait la proche corbeille de Réséda, mais le robuste oxygène. Il disait avec une allégresse enfantine « Le soir est beau, le vent tourne un peu ». Il ne pensait pas que les mouvements de la nature pussent être autrement que vivifiants et sains aux hommes raisonnables. Jérôme était assis sur le gazon vis-à-vis de Sabine. Ses genoux haussés lui cachaient un peu le menton. Il portait de temps en temps à sa bouche des brins d'herbe qu'il mordait.
L'air était remarquablement chaud, Jérôme se plaignait de la chaleur, il avait cet aspect accablé et vif, ce visage éclairé, rose et glissant que donne l'été. Comme il était assis plus bas que Sabine, elle voyait un peu son bras dans la manche de sa chemise de toile aux manchettes dures et écartées. Le bras, le poignet et la main d'un blanc poli, les doigts fins, un peu larges aux phalanges. Elle parlait et riait avec eux tous. En regardant Jérôme, elle se sentait contente, sûre de le dominer, d'exercer sa volonté sur cette pensée sensible et neuve. Elle s'attendrissait qu'il eût l'air fâché de la chaleur dans le beau soir qui descendait, et aussi qu'il fût en lutte avec des moucherons qui lui passaient sur le visage et qu'il chassait en rejetant l'air de ses mains. Ses mouvements mettaient en désordre son chapeau qui glissait en arrière. Sabine le trouvait charmant dans son agacement puéril, et par moments il se regardait sans beaucoup de profondeur et d'acuité, mais avec une pleine et claire ardeur. Alors soupirait Henri, qui se plaignait d'autant plus qu'il n'éprouvait pas vivement la contrariété. « Nous prenons le train après le dîner, nous rentrons à Paris dans la nuit, cela sera gai. Et puis l'existence mondaine. Sabine va m'arracher à ma bibliothèque pour me traîner dans les bals. » Osez dire, interrompit Sabine, qui avait à l'excès le goût de l'exactitude chez autrui, osez dire que je vous ai souvent fait aller au bal. Je dors à 10 heures. Quel menteur! Et pendant qu'elle se disputait ainsi plaisamment, elle pensait à l'autre cœur moins avide de repos qu'elle avait maintenant en elle, et au nouveau regard avec lequel elle voyait les choses. Marie, silencieuse, contemplait le crépuscule. « Ah, Sabine, murmura-t-elle, ce rose du ciel! Il semble cardé et traîné par des pattes d'oiseau. »« Oui, répondit sa belle-sœur, dont les yeux, curieux de l'horizon, s'emplissaient de sourires. Ce ciel fait imaginer et désirer de fabuleux endroits d'Orient, où le soleil est proche des sables comme une orange qui laisse couler son jus. »« Entendez-vous cette mésange ?» demanda Jérôme. Elle fait un bruit voluptueux, déguisait son bec dans une prune fendue et juteuse. « C'est vrai, répondit Sabine, qui rêvait. L'ombre descendait, elle ne vit plus que la main de Jérôme posée dans l'herbe. Il vint s'asseoir auprès d'elle sur le banc, disant qu'il avait assez de la pelouse. Il alluma une cigarette. À la lueur de l'allumette de cire, elle vit cette main avec une admirable veine d'un vert bleu, où elle se troublait d'imaginer le flux précieux du sang, et, comme le jeune homme, le visage renversé vers le soir, fredonnait faiblement, Sabine, alléguant la fraîcheur de l'air, se leva, partit, pour ne pas saisir cette main appuyée sur le banc près d'elle, et ne pas la presser éperdument sur son visage. Chapitre 4. Jamais Madame de Fontenay n'avait été si active que depuis son retour à Paris. Pierre Valence se moquait d'elle pour la manie qu'elle avait maintenant de dire « Tout ce que j'ai à faire demain, je n'aurai jamais le temps de tout faire. » Et ce qu'elle avait à faire de si pressant, c'était des courses chez sa couturière où elle commandait des robes sur le modèle de vieux portraits, des courses chez les marchands de curiosités où elle ne résistait point à l'envie d'acheter quelques pots de Saxe et de vieilles soies à fleurs. Jérôme Hérel avait un goût délicat et féminin de l'époque de Louis XV, ronde et pleine de bouquets. Cela l'amusera de trouver ses bibelots nouveaux chez moi quand il reviendra des Bruyères, pensait Sabine. Depuis 5 jours qu'ils s'étaient quittés, elle avait reçu de lui une longue lettre, respectueuse et réservée, et une autre lettre, courte, descriptive de la nature comme un paysage peint, et d'une sentimentalité d'Angélus. Elle se rappelait en souriant qu'à part ses lettres polies et des attentions répétées, il ne lui avait pas fait entendre qu'il l'aimait. Le pauvre, soupirait-elle, il n'ose pas. Elle prévoyait un été de Paris charmant, avec lui surpris et heureux de son amitié à elle,
et ensuite les longues journées tranquilles, tous ensemble dans la propriété qu'Henri possédait en Dauphiné et qu'ils habitaient de juillet jusqu'en novembre. La campagne lui va bien, pensait-elle, en rappelant en sa mémoire l'allure et le visage de Jérôme, ses cheveux romantiques, ses yeux gris de bruine légère, froids et durs souvent, et où la pensée et l'expression venaient lentement du fond de l'âme secrète et cachée. Elle trouvait qu'il devait ressembler à Adolphe de Benjamin Constant, à Werther, à l'amant de Manon, et elle reportait si ingénument sur lui le goût qu'elle avait de ces héros qu'il lui apparaissait véritablement empreint de leur fièvre et de leur mélancolie. Dans la vie apparente de la jeune femme, rien n'avait changé. Elle était attachée à Henri, elle ne pensait lui faire aucun tort en s'occupant de Jérôme, pas plus que si elle s'était mise soudain à beaucoup aimer la peinture et à fréquenter les salons du Louvre. Et puis elle ne s'attardait point à réfléchir, elle vivait dans un emportement léger, dans le sentiment de la vie montante et de l'infini. Une plus générale aisance la rapprochait amicalement de Pierre Valence. Elle se plut à causer avec lui, elle admirait ses idées nettes, un peu sèches quelquefois, pressées entre ses yeux étroits. Mais elle le considérait, lui, et les autres hommes, en comparaison de Jérôme, et tous lui apparaissaient si inférieurs à son cousin qu'elle ne pouvait s'empêcher de croire qu'ils en souffrissent, que leur vie en fût amoindrie en toute chance de joie et d'amour. L'idée que Pierre avait pour maîtresse une actrice dont il était aimé lui semblait affaiblissante et triste. Pourtant, si certains que fussent son contentement et sa douce insouciance, madame de Fontenay était quelquefois, à la suite de la lecture d'un beau livre et quand elle rentrait du théâtre, entraînée en pensée loin de Jérôme. Elle se sentait alors vivante pour d'autres endroits de la terre, pour ces compagnons d'audace et de tumulte qui percent l'histoire de leurs lances et toute l'ombre d'un seul de leurs désirs. Et elle souhaitait à la fois le docteur Faust, jeune et mystérieux au crépuscule, sur la petite place de sa ville, et les cerises de Florence. Mais les curiosités dans lesquelles la jetait le caractère de Jérôme la rattachaient vite et durement à une intrigue qui, si mince qu'elle fût, se compliquait d'obscurité. Le jeune homme avait repris chez madame de Fontenay son attitude habituelle, seulement sa conversation plus libre, une plus grande aisance, témoignait qu'il s'y sentait désiré et retenu et qu'il s'y plaisait davantage. « J'ai Pierre, tu as Jérôme » disait Henri à sa femme quand elle le questionnait sur ce qu'il fallait faire dans la journée. « Je te laisse la musique. »« Ah oui, je te la laisse » ajoutait-il en se tenant les oreilles, rien qu'à voir le piano toujours ouvert. Jérôme paraissait gêné quelquefois de la bonhomie d'Henri ou des insistances de Sabine pour le retenir à dîner, et il refusait alors avec une aigre obstination. Quoique madame de Fontenay vît là le souci de discrétion qui était naturel à Jérôme, elle s'en irritait, n'ayant point dans une liaison si innocente le goût de la prudence, et n'imaginant pas qu'on pût renoncer à ce qui était le plus agréable. Elle ne rencontrait guère son cousin en dehors de la présence d'Henri, de Pierre ou de Marie, qui venaient de rentrer à Paris, mais, bien qu'elle n'eût point avec lui d'entretien isolé, madame de Fontenay sentait assez, à l'entière confiance que Jérôme avait en elle, à l'autorité avec laquelle il lui conseillait ou la dissuadait de faire telle ou telle chose, à la coquetterie enfin qu'il mettait à se plaindre pour ses moindres contrariétés, qu'il avait besoin d'elle et qu'il l'aimait. Quelquefois, elle eût souhaité plus de violence sur ce visage, l'âme plus déliée et plus abondante, mais à d'autres moments
la brusque pâleur du jeune homme la persuadait d'une énergie profonde et contenue. Un jour, Henri, qui pourtant n'observait pas volontiers dans la vie, avait dit de lui « Ce sont ces caractères-là, prudents et patients, qui sont les plus obstinés et veulent le mieux ce qu'ils veulent. » C'est cela, avait pensé Sabine. Elle s'était fait raconter par son mari l'existence de son cousin à Paris, existence travailleuse, où l'amour n'avait pas de place et la jeune femme avait souri jusqu'au fond de son cœur tranquillisé. Jérôme et Réel, présentés par madame et mademoiselle de Fontenay à quelques-unes de leurs amies, les rejoignaient maintenant dans les salons où elles allaient le soir, demeuraient avec elles, et quand elles étaient parties, se retiraient aussi. Il faisait attention à la toilette que Sabine portait, il la complimentait, la suivait du regard et lui reprochait souvent les rires qu'elle avait eus avec d'autres hommes. « Vous aimez, lui disait-il, ces gens qui vous dévisagent, vous parlent sur les épaules et vous déclarent durement que vous êtes jolie ? Oui, avouait-elle, mon cher, j'adore cela. » Et ils se disputaient sur tout. Ils se disputaient sur la littérature, sur la politique, sur tous leurs goûts, ils n'avaient de commun que l'amour de la musique et des jardins. Les soirées chez madame de Fontenay, qui s'écoulaient autrefois en discours paisibles, criaient et brûlaient à présent. Pierre Valence y jetait la mauvaise humeur d'une liaison qui commençait à le faire souffrir, et la violence de ses opinions irritables. Il entraînait Henri dans la politique, lui conseillait une campagne de candidature, lui traçait des plans et s'impatientait. Car M. de Fontenay n'était jamais pressé. Sabine s'entendait bien avec Pierre, elle répondait « Oh oui » à tout ce qu'il disait. Il semblait qu'elle eût longtemps porté en elle les formules que Pierre employait, et que ce fût une délivrance délicieuse. Mademoiselle de Fontenay soupirait. Elle eût voulu que les conversations fussent des livres, et qu'elle pût, les laissant ouverts sur ses genoux, en suivre lentement les dangereux passages. Jérôme, qu'on tenait à l'écart de ces entretiens, qu'on repoussait quand il s'en mêlait, ne se fâchait pas. Gardait sa quiétude courtoise, car il savait bien que ce qu'on cherche au travers de la vie était ce qu'il possédait, justement. Le contentement de soi-même. Chapitre 5. Sur les conseils de madame de Fontenay, encouragé par le compositeur Eugène Marsan qui était son professeur, Jérôme Hérel s'était mis au travail d'une partition d'opéra dont il espérait faire jouer quelques morceaux dans des concerts. Il pria un jour Sabine de bien vouloir venir chez lui où il lui ferait entendre son œuvre au piano devant son maître Marsan. Madame de Fontenay accepta, elle se rendit à l'appartement que Jérôme habitait dans une petite rue du quartier de Passy et qu'elle ne connaissait pas. Elle y allait avec une agitation contente et un léger malaise, se défiant de la susceptibilité de son goût et craignant de se déplaire aux détails d'un arrangement modeste et limité. En arrivant devant la maison, elle vit, en levant la tête, les fenêtres de Jérôme tout en haut, dans une explosion de feuillage vert. Cela lui plut. Elle se mit à gravir le frais escalier de pierre, et dès le premier étage rencontra le jeune homme qui venait au-devant d'elle. Le léger essoufflement que la montée occasionnait à Sabine, la surprise de se trouver là, la vue de Jérôme, le sentiment dont elle était emplie, lui donnaient une fièvre fine, au travers de laquelle cet escalier, son compagnon et le trouble de son propre cœur lui parurent audacieux, romanesques et pervers. Elle vécut en ces quelques instants tout ce qu'elle avait lu des démarches amoureuses des femmes. Elle revoyait en pensée l'escalier qui est dans Sappho et celui par où madame Bovary, à Rouen, se rendait chez le jeune clerc. Lorsqu'elle entra dans l'appartement de Jérôme, elle fut en même temps charmée d'y faire la connaissance d'un musicien, Marsan, qu'elle admirait, et de se trouver dans une pièce lumineuse et précieuse. Par les fenêtres que voilaient à mi-hauteur de légères soies d'un rouge acide de groseille,
On voyait d'anciennes maisons à perron, d'incultes jardins embroussaillés de charmilles, de hautes usines fumantes et Paris naissant, s'étalant, grandissant au loin avec des toits de vapeur bleue. La pièce était pleine de fleurs, d'encolis roses et de petites branches de cerisier appuyées à la tenture de toile d'un ton de sable fin. Le piano tenait la plus grande place dans la pièce. Il y avait au mur des aquarelles et un luth en ivoire blanc qui semblait en porcelaine. Jérôme s'aperçut, avec orgueil, que madame de Fontenay regardait autour d'elle, surprise et ravie. Des biscuits et du thé étaient préparés, on goûta, on ne songeait plus à la musique, Marsan par la peinture, la jeune femme, moins embarrassée d'en discuter avec un musicien qu'avec un peintre, s'y risqua, téméraire et obstinée, car elle ne tenait compte aux gens que de ce qu'ils savaient tout à fait bien. Jérôme se félicitait de la petite victoire de vanité qu'il remportait, il était hospitalier et offrant, tandis qu'elle s'entretenait avec Marsan, Sabine remarqua brusquement que le mot qu'elle avait écrit à Jérôme pour lui dire l'heure à laquelle elle pourrait venir était resté sur le bureau du jeune homme. Elle en éprouva du déplaisir, du plaisir. Il aurait pu le ranger, pensa-t-elle d'abord, ne pas le laisser là négligemment. Il le garde, poursuivit-elle en pensée, il aurait pu le déchirer, ce n'était rien. Il ne veut pas le déchirer. Et puis on s'occupa tout de même de la partition et du piano. Sabine, en frôlant une étagère basse, où des livres étaient jetés, en fit involontairement tomber un, et, le ramassant pour le remettre à sa place, elle s'aperçut que c'était un volume des vers secrets de Baudelaire. Ce fut à sa pensée une offense aiguë et délicieuse. Il avait feuilleté, il avait lu ce livre, si pudique et si insensible qu'il parût, il recherchait pourtant les émotions des autres hommes, et le sentiment chaste que Sabine éprouvait pour lui se déchirait voluptueusement, s'irritait de fièvre et de sang comme une égratignure. Assise auprès du piano, entre Jérôme et Marsan, moins attentive qu'elle ne semblait l'être, elle écoutait et approuvait, mais du fond de sa vie, elle s'adressait en pensée au jeune homme et lui disait en son cœur « Qu'importe, vous avez un génie délicieux, mais qu'importe, laissez cela, ce n'est pas pour cela que je vous aime. C'est en toute chose que vous êtes plus beau et plus fort et plus riche que tous les autres. Votre talent n'est qu'un moment de votre merveilleuse harmonie. Que vous viviez, que je vous ai rencontré, quelle douceur! Ah, vous voyez bien comme en ce moment tout de vous me fait mal. » L'heure de rentrer chez elle étant venue, madame de Fontenay exprima à Eugène Marsan le plaisir qu'elle aurait à le voir chez elle quand il voudrait venir, et se tournant vers Jérôme, elle lui dit au revoir avec cet air d'indifférence qu'elle essayait de prendre en présence d'un tiers, et dont la feinte inhabile révélait au contraire toute son agitation. Comme elle passait la porte, il lui arracha brusquement un petit bouquet de jacinthe qu'elle avait à son corsage en venant, et qu'elle tenait à la main tout froissé, et ils échangèrent un rapide regard où, chez Sabine, se lisait l'incessante question, et, chez Jérôme, le secret volontaire, net et dur. Le souvenir de la demeure du jeune homme la hanta plusieurs jours. Dans les chemins de son imagination, elle se voyait, recevant un mot de lui, suppliant, et elle arrivait alors le soir par cet escalier si troublant chez lui, et le trouvait là, sanglotant, avec des yeux enfin révélés. Ils pleureraient ensemble, sans savoir de quoi. Elle serait pour lui une sœur passionnée, les bougies brûleraient dans le petit lustre à fleurs de Saxe. Elle aurait ses cheveux défaits sur sa robe, ce serait une délicieuse nuit romantique, brûlante et pure, car elle n'imaginait rien au-delà de ses larmes. Cependant,
une tristesse nouvelle s'inquiétait en elle. Elle s'étonnait maintenant de certaines paroles de Jérôme. Il dit une fois « Quand je serai marié, je ne ferai plus de musique. J'irai sur mer et je chasserai. » Il est fou. À quoi songe-t-il? Pourquoi me taquine-t-il? Pensait-elle. Pourtant, quoique un peu de contrainte, un peu de défiance entrasse dans les manières de ce garçon, il continuait auprès de sa cousine cette assiduité inerte et tenace qu'elle prenait pour de l'amour. Mais son courage à elle commençait à se fatiguer, ses pensées s'en mêlaient, elle avait du vertige dans la tête, elle sentait bien que quoiqu'il ne la voulût pas quitter, c'était elle qui tirait de toute son âme sur la volonté de l'autre. Courbée en deux, tendue d'efforts, elle allait, le cœur arrêté de cet homme. Elle voyait depuis quelque temps, avec une lucidité singulière, le caractère de Jérôme. Elle savait sa vanité, sa nonchalance obstinée, ses colères réservées et polies, sa passion de lui-même. Elle en gardait le secret jalousement et se plaisait à être seule à le connaître si bien. Elle s'attendrissait de ses faiblesses, comme aussi de l'entendre tousser quelquefois le soir au milieu de la fumée des cigarettes qui le gênait. Elle tressaillait à cette toux, comme si elle avait vu le sang de son ami, comme ayant vu jusqu'au fond de son âme physique et fragile. Maintenant, la grande stupeur de Sabine était que ce fût celui-là qu'elle aimait. Elle n'avait point ressenti pour lui ce rude appel du destin qui, comme elle le lisait dans les livres, menait sûrement les êtres l'un vers l'autre. Elle connaissait Jérôme, elle avait parlé avec lui, presque vécu avec lui, sans que rien de lui l'intéressât ou l'attirât, et même après, quand il avait commencé de lui plaire, cela avait été sans trouble et sans excès. Elle se laissait aller lentement à ce goût qu'elle prenait de lui et qu'il prenait d'elle. Sabine se rappelait sa première jalousie. Une nuit qu'ils étaient ensemble à une réunion musicale, l'ayant vu entouré de quelques femmes et riant, elle avait eu l'envie de se jeter à son bras, de lui dire « Allons-nous-en d'ici, venez, je vous prends, vous n'êtes pas aux autres, vous êtes à moi. » Elle avait bien compris dès ce moment qu'elle ferait mieux de ne pas aimer ce garçon trop jeune, trop molle et trop aventureux, et pourtant elle s'y était acharnée avec une habileté guerrière. Ah, que ce visage qu'elle avait autrefois regardé indifféremment fut aujourd'hui pour elle terrible et mystérieux comme la mort, qu'il fût plus difficile à contempler en face que le soleil, plus nombreux et plus cher que toutes les formes de la nature. Quelle surprise et quelle humilité! Et, fermant les yeux, Sabine se rappelait avec une acuité mortelle l'obscure douceur des cils du jeune homme, l'ombre de la narine frêle et volontaire. Elle ne goûtait même pas près de lui le plaisir de se sentir belle, qui, dans son existence, avait été la plus chère émotion. Et elle n'était point belle près de lui, en effet. Elle le savait, tant son visage se contractait alors en inquiétude, en rapide vigilance, en perspicacité hostile et soupçonneuse. N'ayant jamais eu avec lui de clairs entretiens, elle était balancée de la joie à la crainte par les attitudes contradictoires du jeune homme, les manières de son visage et de ses paroles. Elle ne le comprenait pas. Elle pensait que l'amitié qu'il avait pour Henri de Fontenay lui imposait de la réserve, mais elle voyait aussi que le sentiment du devoir, du goût de l'ordre social, sa conscience, n'étaient que la limite et les contours naturels de ses passions.
Chapitre VI. La fin de juillet approchant, Monsieur et Madame de Fontenay s'occupèrent de leur départ pour le Dauphiné.